Je n'aurais jamais pensé que ma vie serait vendue pour 30 000 euros. Pourtant, j'étais là, à 19 ans, assise dans notre appartement exigu, tandis que mon père parlait à voix basse avec un homme dont le costume coûteux semblait totalement hors de propos au milieu de nos meubles de seconde main. Les murs me semblaient se refermer sur moi en entendant des mots qui allaient bouleverser mon monde à jamais. Les factures médicales de ma mère s'étaient accumulées depuis des mois. Un cancer de stade 4 se fiche de votre compte en banque et une chimiothérapie coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. J'avais vu mon père vieillir de 10 ans au cours des 6 derniers mois, ses épaules portant le poids de décisions impossibles. Mais je n'avais jamais imaginé que la solution impliquerait que je devienne une marchandise. Elle est instruite, parle 3 langues et n'a jamais causé de problème, disait mon père, la voix légèrement brisée. J'avais envie de crier que j'étais assise juste là, qu'ils parlèrent de moi comme si j'étais du bétail en cours d'évaluation. L'étranger hocha la tête, sortant une enveloppe remplie de billets, une somme qui représentait plus d'argent que notre famille n'en avait jamais vu d'un coup. Quand ils m'ont finalement appelé dans la pièce, j'ai eu l'impression de marcher vers mon exécution. L'homme se présenta comme Monsieur Dubois, un représentant du cheikh Ahmed Al-Saoud. Il expliqua que le cheikh cherchait une compagne, quelqu'un de jeune et d'intelligent qui pourrait apporter de nouvelles perspectives à sa vie. Le mot « femme » n'a jamais été prononcé, mais il flottait dans l'air comme de la fumée. Si vous regardez cette vidéo et que vous pensez à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler des rebondissements inattendus de la vie, n'hésitez pas. Parfois, les histoires qui semblent impossibles sont celles qui nous transforment le plus. Mes mains tremblaient en signant des papiers que je comprenais à peine, des documents juridiques en arabe et en anglais qui scellaient mon destin avec une élégante calligraphie et des tampons officiels. Monsieur Dubois assura à mon père que je serais bien traité, que le cheikh était connu pour sa gentillesse et sa sagesse. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que je venais d'échanger ma liberté contre la vie de ma mère. Le vol pour Dubaï fut comme un transport vers une autre planète. Je n'avais jamais pris l'avion auparavant, jamais quitté ma petite ville de province dans le sud de la France. Maintenant, je m'élevais au-dessus des nuages, en route vers une vie que je ne pouvais même pas commencer à imaginer. Les autres passagers semblaient si sophistiqués, si mondains, tandis que je serrais ma petite valise contenant tout ce que je possédais. Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport international de Dubaï, je me suis collé au hublot et j'ai haleté. La ville s'étendait devant moi comme un film de science-fiction, avec des gratte-ciels immenses qui semblaient percer le ciel et des îles artificielles en forme de palmiers. Ce n'était pas seulement un autre pays, c'était un autre univers entier. Monsieur Dubois m'attendait à l'aéroport avec un chauffeur et une Mercedes noire qui avait probablement coûté plus cher que l'appartement de ma famille. Alors que nous traversions la ville, je fixais avec stupéfaction le luxe qui m'entourait. Des magasins d'or avec des vitrines qui scintillaient comme des trésors, des restaurants avec des lustres en cristal visibles depuis la rue et des centres commerciaux qui ressemblaient à des palais. Mais mon émerveillement se transforma rapidement en anxiété alors que nous quittions la ville pour nous enfoncer dans le désert. La jungle urbaine laissait place à des dunes infinies qui changeaient et se déplaçaient avec le vent. Je n'avais jamais vu autant de vide, autant d'espace qui semblait s'étendre à l'infini. C'était à la fois beau et terrifiant. La propriété du cheikh apparut comme un mirage à l'horizon. Ce n'était pas le palais typique que j'avais imaginé dans les contes de fées, mais plutôt un superbe complexe moderne qui mêlait l'architecture arabe traditionnelle et le design contemporain. Des palmiers bordaient l'entrée et des fontaines créaient une symphonie de sons d'eau qui rendait le désert moins austère. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, alors que Monsieur Dubois me conduisait à travers des couloirs décorés de mosaïques complexes et de calligraphies qui racontaient des histoires que je ne pouvais pas lire. Les domestiques s'inclinaient respectueusement à notre passage, leurs visages aimables mais curieux de la jeune femme qui venait d'arriver pour changer la vie de leur maître. On m'a montré des appartements plus grands que toute la maison de ma famille. La chambre à coucher seule aurait pu abriter 3 familles confortablement, avec un lit à baldaquin drapé de soie et des fenêtres qui offraient une vue imprenable sur le paysage désertique. Un coin salon était meublé de coussins et de tables basses dans le style traditionnel, tandis qu'une salle de bain moderne était dotée d'une baignoire en marbre qui semblait provenir d'un spa de luxe. Mais l'opulence était plus étouffante que réconfortante. J'étais un oiseau dans une cage dorée, et aucun luxe ne pouvait changer le fait que j'étais ici contre mon gré. J'ai déballé mes quelques affaires, qui semblaient ridiculement petites dans l'énorme armoire qui aurait pu contenir des centaines de tenues. Un léger coup à la porte
interrompit mes pensées. Une femme entra, se présentant comme Yasmina, qui serait mon assistante personnelle. Elle avait peut-être 40 ans, avec des yeux aimables et un sourire chaleureux qui me mit immédiatement à l'aise. Elle parlait couramment l'arabe, le français et l'anglais, ce qui rendait la communication bien plus facile que je ne l'avais craint. « Le cheikh aimerait vous voir pour le dîner ce soir », expliqua Yasmina en m'aidant à choisir une tenue appropriée parmi une sélection qui avait apparemment été préparée pour mon arrivée. « Il comprend que vous êtes peut-être nerveuse, mais il veut que vous sachiez qu'il n'a aucune intention de vous pousser à quoi que ce soit d'inconfortable. » Je me suis regardé dans le miroir en pied, vêtu d'une magnifique robe bleue qui avait probablement coûté plus cher que ce que mon père gagnait en un mois. La fille que je voyais était comme une étrangère, quelqu'un qui s'amusait à se déguiser dans une vie qui ne lui appartenait pas. Mon reflet montrait de la peur mêlée de curiosité et je me demandais si le cheikh verrait à travers ma tentative de paraître calme. La salle à manger était un chef-d'œuvre architectural, avec un plafond en dôme peint d'étoiles et de motifs géométriques qui semblaient bouger à la lueur des bougies. Une longue table était dressée pour deux, avec des verres en cristal et des assiettes à bordure dorée qui reflétaient la lumière chaude des lanternes traditionnelles suspendues au plafond. Je m'attendais à attendre nerveusement l'arrivée du cheikh, mais je me suis retrouvé à être réellement émerveillé par la beauté qui m'entourait. Chaque détail avait été soigneusement réfléchi, des fleurs de jasmin fraîches qui parfumaient l'air à la musique instrumentale douce, qui créait une atmosphère de calme plutôt que d'intimidation. Lorsque le cheikh Ahmed entra enfin dans la pièce, je dus retenir mon souffle. Ce n'était pas le tyran âgé que j'avais imaginé d'après les histoires et les stéréotypes. Oui, il avait 75 ans, avec des cheveux argentés et des rides qui témoignaient de décennies d'expérience. Mais ses yeux étaient intelligents et aimables, et il se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de prouver son pouvoir par l'intimidation. Il était habillé simplement de robes blanches traditionnelles qui réussissaient à paraître à la fois élégante et humble. Il y avait quelque chose de presque paternel dans sa présence, à l'exception de la vive intelligence dans son regard qui ne manquait rien. Lorsqu'il a souri et m'a fait signe de m'asseoir, je me suis senti me détendre légèrement pour la première fois depuis mon arrivée. « S'il vous plaît, appelez-moi Ahmed », dit-il dans un français parfait, sa voix chaleureuse et rassurante. « Je sais que cette situation doit vous sembler accablante, et je veux que vous compreniez que nous avons tout le temps du monde pour apprendre à nous connaître. Il n'y a aucune attente ce soir, si ce n'est une conversation honnête. » Je m'étais préparé à des exigences, à une pression immédiate pour remplir le rôle qu'il attendait de moi. Au lieu de cela, il m'a posé des questions sur mon voyage, si j'étais à l'aise dans mes appartements, et si j'avais besoin de quelque chose pour me sentir plus chez moi. Sa sincère préoccupation m'a complètement prise au dépourvu. Le repas était délicieux, mais je pouvais à peine le goûter, trop concentré à étudier cet homme qui contrôlait maintenant mon destin. Il semblait plus intéressé à en apprendre davantage sur mon éducation, mes rêves qui avaient été interrompus et mes pensées sur le changement dramatique de ma situation. Pour quelqu'un qui avait essentiellement acheté une épouse, il était remarquablement intéressé par mes opinions et mes sentiments. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis retrouvé à engager une véritable conversation plutôt que de me contenter de répondre aux questions par obligation. Ahmed a parlé de ses voyages à travers le monde, de ses intérêts commerciaux qui s'étendaient sur plusieurs pays, et de sa passion pour l'éducation et les échanges culturels. Il ne ressemblait en rien au patriarche dominateur que j'avais craint de rencontrer. Lorsque j'ai mentionné mes études interrompues en commerce international, ses yeux se sont illuminés d'un intérêt sincère. « L'éducation est le plus grand cadeau que nous puissions nous faire », dit-il, se penchant légèrement en avant. « Quels étaient vos sujets préférés? Qu'espériez-vous faire avec votre diplôme ?» Je me suis retrouvé à parler de mes rêves de travailler dans le développement international, d'aider à combler les écarts culturels entre différentes communautés. En parlant, j'ai réalisé que je n'avais pas parlé de mes aspirations à qui que ce soit depuis des mois. La crise financière de ma famille m'avait forcé à mettre de côté ces rêves. Mais d'une manière ou d'une autre, cet étranger m'encourageait à les exprimer à nouveau. « Ce sont des objectifs admirables », dit Ahmed pensivement. « La compréhension entre les cultures est plus importante que jamais. Avez-vous envisagé que votre situation actuelle pourrait en fait vous offrir des opportunités uniques de poursuivre ses intérêts ?» Je le regardais avec scepticisme. Comment le fait d'être vendu dans le cadre d'un mariage pouvait-il faire avancer mes aspirations professionnelles? Mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il n'était ni condescendant ni méprisant.
Il semblait réellement envisager comment mes circonstances pourraient être transformées en avantage. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous trouvez cette histoire aussi surprenante que je l'ai été en la vivant. La réaction du cheikh à mes rêves n'était que le début de révélations qui changeraient complètement ma compréhension de tout. Après le dîner, Ahmed a suggéré que nous nous promenions dans son jardin privé. La nuit du désert était fraîche et claire, avec plus d'étoiles visibles que je n'en avais jamais vues de ma vie. Le jardin était une oasis de verdure au milieu du sable, avec des jeux d'eau et des plantes soigneusement entretenues qui réussissaient à prospérer dans cet environnement hostile. « Je veux que vous compreniez quelque chose d'important, » dit Ahmed, alors que nous marchions le long d'un sentier bordé d'arbustes en fleurs. « Je n'ai pas demandé à Monsieur Dubois de me trouver une épouse. Je lui ai demandé de me trouver une étudiante, quelqu'un de jeune et d'intelligent qui pourrait bénéficier de l'apprentissage du commerce international tout en m'aidant à voir le monde à travers un regard neuf. J'ai arrêté de marcher et je l'ai regardé fixement. Mais les papiers que j'ai signés étaient des documents juridiques garantissant votre sécurité et votre bien-être pendant que vous vivez ici, a-t-il terminé. Oui, il y a un certificat de mariage à des fins légales et pour votre protection en vertu de la loi locale. Mais je n'ai aucune intention de vous exiger quoi que ce soit que vous n'êtes pas librement disposé à donner. Mon esprit tourbillonnait alors que j'essayais de traiter cette information. Tout ce que j'avais supposé à propos de ma situation était apparemment faux. Alors pourquoi avez-vous payé tant d'argent à mon père? L'expression d'Ahmed devint sérieuse. Parce que je sais ce que c'est que de voir un parent souffrir et de se sentir impuissant à l'arrêter. Votre père ne vous vendait pas. Il essayait désespérément de sauver la vie de votre mère. J'ai simplement fourni une solution qui pouvait aider votre famille tout en vous offrant des opportunités que vous n'auriez peut-être pas eues autrement. Nous avons continué à marcher en silence alors que je luttais pour comprendre cette nouvelle perspective. L'homme que je m'attendais à être mon ravisseur se présentait comme quelque chose de plus proche d'un bienfaiteur. Mais j'avais appris très tôt dans la vie que les choses trop belles pour être vraies l'étaient généralement. « Je ne comprends pas », ai-je finalement dit. « Qu'est-ce que vous y gagnez? Vous n'êtes pas une œuvre de charité et vous ne me connaissez même pas. » Ahmed s'arrêta à côté d'une fontaine où l'eau dansait en motifs illuminés par des lumières cachées. Je gagne la compagnie de quelqu'un d'intelligent et de curieux qui peut m'aider à voir mes projets d'entreprise sous une perspective différente. Je gagne une conversation avec quelqu'un qui n'a pas été influencé par des années de politique d'entreprise et de pensée traditionnelle. Il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. J'ai réussi en affaires depuis plus de 50 ans, mais le succès peut devenir une prison si vous ne faites pas attention. Tout le monde autour de moi me dit ce qu'il pense que je veux entendre. Vous, cependant, n'avez aucune raison de me flatter ou de faire semblant d'être d'accord avec tout ce que je dis. Mais vous auriez sûrement pu embaucher un consultant en affaires ou un conseiller pour beaucoup moins d'argent et de complications, ai-je souligné. Les consultants vont et viennent, répondit Ahmed avec un léger sourire. Ils fournissent des rapports et des recommandations, puis disparaissent pour rejoindre leurs autres clients. Ce que je vous offre est quelque chose de différent, un véritable partenariat où nous apprenons tous les deux l'un de l'autre. Vous acquérez une expérience du monde réel des affaires qu'aucune université ne pourrait vous fournir, et je bénéficierai de votre regard neuf et de vos opinions honnêtes. Alors que nous retournions vers la maison, je me sentais plus confuse que jamais. Mon ravisseur offrait d'être mon mentor. Mon mariage forcé était apparemment censé être une opportunité éducative. Soit cet homme était le manipulateur le plus sophistiqué que j'ai jamais rencontré, soit j'avais complètement mal interprété la situation dans laquelle j'étais entré. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le lit le plus confortable dans lequel j'avais jamais dormi, entouré d'un luxe qui me semblait toujours irréel. Yasmina apporta le petit déjeuner et m'informa qu'Ahmed aimerait me montrer son complexe de bureau, mais seulement si j'étais intéressé par l'apprentissage de ses différentes opérations commerciales. Et si je disais non, ai-je demandé, testant les limites de ma prétendue liberté. Yasmina sourit. Alors je lui dirai que vous préférez passer la journée à lire dans la bibliothèque ou à explorer les jardins. Votre temps vous appartient ici, à moins que vous ne choisissiez de le passer à apprendre à ses côtés. Ce n'était définitivement pas la captivité à laquelle je m'attendais. Le lendemain matin, j'ai décidé de tester les affirmations d'Ahmed sur ma liberté en acceptant son invitation à voir ses opérations commerciales. Si c'était vraiment une question d'éducation et de partenariat plutôt que de contrôle, je voulais comprendre exactement dans quoi je m'étais embarqué. Yasmina me conduisit à travers des couloirs que je n'avais pas vus auparavant, vers ce qu'elle appelait l'aile des affaires, du complexe. Ce que j'ai découvert
défiait toutes les attentes que j'avais formées sur les hommes d'affaires fortunés du Moyen-Orient. Au lieu d'un seul bureau impressionnant, Ahmed avait créé ce qui ne pouvait être décrit que comme un campus universitaire privé. Il y avait plusieurs bâtiments reliés par des allées couvertes, chacun dédié à différents aspects de son empire commercial. Le premier bâtiment abritait sa division d'énergie renouvelable, où des ingénieurs et des scientifiques travaillaient sur des innovations de panneaux solaires et des technologies d'éoliennes. Le second se concentrait sur des initiatives éducatives, avec des équipes développant des programmes pour apporter l'alphabétisation et la formation technique aux communautés reculées d'Afrique et d'Asie. Le troisième bâtiment m'étonna plus que tout. Il était entièrement dédié au programme de microfinance qui aidait les femmes à créer de petites entreprises dans les pays en développement. « C'est incroyable », ai-je murmuré alors qu'Ahmed me montrait des laboratoires ultramodernes où des chercheurs s'efforcèrent de rendre la technologie solaire plus abordable pour les communautés rurales. Vous ne gérez pas seulement des entreprises, vous essayez de résoudre des problèmes mondiaux. Ahmed sourit de mon émerveillement. Le profit sans but n'est que de la cupidité avec une meilleure comptabilité, dit-il. Chaque entreprise prospère devrait laisser le monde un peu meilleur qu'il ne l'a trouvé, mais laissez-moi vous montrer où votre perspective pourrait être inestimable. Il me conduisit dans une salle de conférence où son équipe discutait de l'expansion sur les marchés sud-américains. Des cartes, des tableaux et des études démographiques couvraient tous les murs, mais en écoutant leur présentation, j'ai remarqué quelque chose de crucial qui leur échappait. « Excusez-moi », ai-je interrompu, me surprenant par mon audace, « mais avez-vous pris en compte la manière dont les attitudes culturelles envers les femmes entrepreneurs pourraient affecter vos programmes de microfinance dans ces régions ?» Le silence se fit dans la pièce. Une vingtaine de cadres et d'analystes regardèrent la jeune fille de 19 ans qui venait de remettre en question leurs recherches. J'ai senti mes joues brûler d'embarras, mais Ahmed me fit signe de continuer. Dans de nombreuses communautés latino-américaines, les femmes gèrent les finances du ménage, mais peuvent avoir besoin de la permission de leur mari pour les prêts commerciaux formels, ai-je expliqué, en m'appuyant sur les connaissances de mes études internationales. La structure de votre programme pourrait avoir besoin d'inclure une formation à la sensibilité culturelle et des composantes d'éducation familiale pour être vraiment efficace. L'analyste principal, une femme à l'allure vive d'une trentaine d'années nommée Céline, afficha des données supplémentaires sur sa tablette. « Elle a tout à fait raison », dit Céline après avoir examiné les informations. « Notre recherche préliminaire s'est concentrée sur les facteurs économiques, mais n'a pas abordé de manière adéquate les barrières culturelles. Cela pourrait nous éviter de commettre des erreurs coûteuses. » Les yeux d'Ahmed pétillèrent de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la fierté. « C'est exactement pourquoi les regards neufs sont si précieux », a-t-il dit à la salle. « L'expérience nous enseigne ce qui a fonctionné auparavant, mais l'innovation nous oblige à voir ce qui nous a échappé. » Après la réunion, Céline m'a approché avec une curiosité sincère. « Où avez-vous étudié le développement international ?» a-t-elle demandé. Lorsque j'ai expliqué mon éducation interrompue, son expression a changé pour du respect. « Vous avez d'excellents réflexes. Avez-vous pensé que l'expérience du monde réel pourrait être plus précieuse que la théorie en classe ?» Cet après-midi-là, Ahmed a suggéré que je passe du temps avec différents chefs de département pour comprendre comment chaque division fonctionnait. « Pensez-y comme à un programme de master en administration des affaires personnalisées, a-t-il dit. Mais au lieu d'études de cas, vous travaillerez sur des projets réels qui affectent la vie de personnes réelles. J'ai passé le reste de la semaine à alterner entre les départements et chaque jour apporter de nouvelles révélations sur l'étendue des opérations d'Ahmed. Ces projets d'énergie renouvelable fournissaient de l'électricité à des villages ruraux qui n'en avaient jamais eu auparavant. Ces programmes éducatifs avaient construit plus de 200 écoles dans des régions où les enfants n'avaient auparavant pas accès à l'apprentissage. Ces initiatives de microfinance avaient aidé plus de 50 000 femmes à créer leur propre entreprise. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont ils traitaient ses employés. Ce n'était pas une hiérarchie d'entreprise typique où le PDG restait isolé dans une suite de directions. Ahmed connaissait les noms des concierges et des gardes de sécurité. Il posait des questions sur leur famille, se souvenait des anniversaires de leurs enfants et avait créé un programme de participation aux bénéfices qui donnait même aux employés débutants le sentiment d'être investis dans le succès de l'entreprise. « Comment faites-vous pour suivre autant de personnes ?» ai-je demandé lors d'une de nos promenades nocturnes dans le jardin. « Les gens ne sont pas des feuilles de calcul ou des marges bénéficiaires », a répondu Ahmed. « Ils sont l'investissement le plus important que n'importe quelle entreprise puisse faire. Lorsque les employés se sentent valorisés et respectés,
Ils apportent des idées et des innovations qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Je commençais à comprendre que mes idées préconçues sur les hommes d'affaires riches avaient été façonnées par une exposition limitée et des stéréotypes médiatiques. Ahmed n'était pas un capitaliste sans cœur. Il était un entrepreneur social qui réussissait extraordinairement bien à créer un changement durable. À la fin de ma première semaine, j'étais réellement enthousiaste à propos des projets sur lesquels j'apprenais. Quand Ahmed m'a demandé si j'aimerais essayer de développer une présentation sur les considérations culturelles pour l'expansion sud-américaine, je me suis surprise en disant oui immédiatement. Travailler sur ma première vraie présentation d'affaires, c'était comme entrer dans un monde dont je n'avais fait que rêver pendant mes études universitaires. Ahmed m'a donné accès à des bases de données de recherche, des analystes culturels et des rapports économiques qui auraient coûté des milliers d'euros à un étudiant. Mais plus précieuse que les ressources était son approche de mentorat. Au lieu de me dire quoi inclure dans la présentation, il posait des questions qui me guidaient vers la découverte d'idées par moi-même. Quels facteurs, selon vous, pourraient rendre une femme au Pérou rural hésitante à créer une entreprise ? Demandait-il. Comment la dynamique familiale dans les communautés conservatrices pourrait-elle affecter les taux de remboursement des prêts ? Ces conversations s'étendaient souvent tard dans la soirée, alors que nous étions assis dans son bureau, entourés de livres en plusieurs langues et d'artefacts de ses voyages à travers le monde. J'ai appris qu'Ahmed parlait 7 langues couramment et avait vécu dans différents pays pendant des années, non pas en tant que touriste, mais en tant que personne véritablement intéressée à comprendre les diverses cultures. La plus grande erreur que font les gens riches, m'a-t-il dit un soir alors que nous examinions des données démographiques, c'est de supposer que les gens dans d'autres circonstances pensent comme eux. La pauvreté ne se résume pas à un manque d'argent. C'est un manque de choix, un manque de filet de sécurité et souvent un manque d'espoir. Je me suis retrouvé à partager des histoires sur les difficultés de ma propre famille, comment la peur de la faillite médicale avait affecté chaque décision que nous prenions depuis des mois. Ahmed écoutait sans jugement, posant de temps en temps des questions réfléchies qui m'aidaient à voir comment mes expériences personnelles pouvaient éclairer des décisions politiques plus larges. Votre perspective est exactement ce dont notre équipe d'expansion a besoin, a-t-il dit après que j'ai fini d'expliquer comment la maladie de ma mère avait forcé notre famille à choisir entre acheter des médicaments et payer le loyer. Vous comprenez le coût humain de la théorie économique d'une manière que les feuilles de calcul ne peuvent jamais capturer. Le jour de ma présentation est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. La salle de conférence s'est remplie de chefs de département, d'analystes, et par vidéoconférence de partenaires potentiels de 3 pays sud-américains différents. Je n'avais jamais fait de présentation devant un public de professionnels accomplis auparavant, et mes mains tremblaient en connectant mon ordinateur portable au système de projection. Mais au moment où j'ai commencé à parler des barrières culturelles à l'entrepreneuriat féminin, quelque chose d'incroyable s'est produit. La nervosité s'est estompée, remplacée par une véritable passion pour le sujet. Je ne me contentais pas de réciter des recherches. Je partageais des idées qui pouvaient réellement aider à améliorer la vie des gens. La présentation incluait des recommandations pour des programmes d'éducation familiale, des partenariats avec des organisations locales de femmes et des structures de prêts gradués qui tenaient compte des variations de revenus saisonnières dans les communautés agricoles. J'avais passé 2 semaines à rechercher chaque détail et la profondeur de la préparation se voyait. Lorsque j'ai eu terminé, la pièce est restée silencieuse pendant un moment qui m'a semblé une éternité. Puis Céline a commencé à poser des questions détaillées sur les calendriers de mise en œuvre, les considérations budgétaires et les organisations partenaires potentielles. Les participants à la vidéoconférence ont sauté dans la conversation avec des questions sur la manière dont mes recommandations pourraient s'appliquer à leur région spécifique. Si vous appréciez ce voyage autant que moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Ce qui a commencé comme le pire jour de ma vie se transformait en quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, et nous ne faisons que commencer. La discussion qui a suivi ma présentation a duré plus d'1 heure. Des idées ont fusé dans la pièce, alors que des professionnels expérimentés s'appuyaient sur ma recherche fondamentale avec leur propre expertise et leurs contacts. J'ai regardé avec stupéfaction comment les concepts que j'avais développés étaient affinés et élargis pour devenir ce qui pourrait être un programme complet, affectant des milliers de vies. C'est un excellent travail, a déclaré Miguel, le participant par vidéo de Colombie. Les composantes de sensibilité culturelle abordent des préoccupations qui ont causé des problèmes pour les programmes de développement international dans notre région pendant des décennies.
Quand pouvons-nous planifier des réunions de suivi pour discuter de la mise en œuvre? Ahmed, qui était resté tranquillement observateur tout au long de la présentation, a finalement pris la parole. Je pense que nous devrions demander à notre plus récent membre de l'équipe ce qu'elle pense des prochaines étapes, a-t-il dit, me faisant un geste. Les mots « membre de l'équipe » m'ont frappé comme un éclair. Quelque part au cours des 2 dernières semaines, j'avais cessé d'être une épouse achetée et j'étais devenue une contributrice précieuse à un travail significatif. La transformation s'était produite si progressivement que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'Ahmed la nomme explicitement. Ce soir-là, alors que nous célébrions la présentation réussie par un dîner dans le jardin, j'ai finalement posé la question qui s'était construite dans mon esprit. Pourquoi faites-vous vraiment cela? Pas les projets d'affaires, je les comprends. Mais pourquoi investissez-vous autant de temps et d'énergie à m'éduquer? Ahmed est resté silencieux pendant un long moment, regardant la fontaine au centre du jardin. Avez-vous déjà remarqué que les mentors les plus prospères n'ont souvent pas d'enfants biologiques pour hériter de leurs connaissances? A-t-il finalement dit. J'ai réalisé que je n'avais jamais considéré la situation familiale d'Ahmed. Dans toutes nos conversations sur les affaires et la culture, les détails familiaux personnels n'étaient jamais apparus. Ma femme est morte jeune, avant que nous puissions avoir des enfants, a-t-il poursuivi. J'ai passé 50 ans à construire des entreprises et à accumuler des connaissances. Mais les connaissances qui ne sont pas partagées meurent avec la personne qui les détient. Vous représentez quelque chose que je n'ai jamais eu, l'opportunité de transmettre tout ce que j'ai appris à quelqu'un qui pourrait l'utiliser pour rendre le monde meilleur. Le poids de ces mots s'est abattu sur moi comme une couverture. Il ne s'agissait pas seulement de mentorat d'affaires, il s'agissait d'héritage, de s'assurer que des décennies de sagesse et d'expérience ne disparaîtraient pas lorsqu'il serait parti. Comprendre les motivations plus profondes d'Ahmed a changé quelque chose de fondamental dans notre relation. Ce qui avait commencé comme un arrangement entre un père désespéré et un bienfaiteur fortuné évoluait en un véritable partenariat basé sur le respect mutuel et des objectifs partagés. Mais alors que je m'installais plus confortablement dans mon nouveau rôle, j'ai commencé à remarquer des tensions subtiles au sein de l'organisation qui n'avaient pas été apparentes au cours de mes premières semaines. Cela a commencé par de petites choses, des conversations qui s'arrêtaient brusquement lorsque j'entrais dans les pièces, des fils de courriel dans lesquels je n'étais pas incluse bien que pertinents pour des projets sur lesquels je travaillais, des sourires polis qui n'atteignaient pas les yeux des gens lorsqu'ils interagissaient avec moi. Au début, j'ai supposé que c'était de la politique de bureau naturelle. J'étais jeune, inexpérimenté, et j'étais arrivé dans des circonstances inhabituelles. Bien sûr, certains employés seraient sceptiques quant à mes qualifications et se demanderaient si j'étais juste la dernière lubie d'Ahmed. Mais le schéma d'exclusion est devenu plus prononcé après ma présentation réussie. Au lieu de gagner en acceptation, je semblais avoir déclenché du ressentiment parmi certains membres du personnel. Céline, qui avait été d'un grand soutien pendant ma première semaine, devint sensiblement plus froide dans nos interactions. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé après une réunion de planification particulièrement tendue où mes suggestions avaient été poliment écartées sans discussion. « Bien sûr », a répondu Céline avec un sourire qui semblait forcé. Nous nous adaptons tous à la nouvelle dynamique. Le changement peut être difficile dans les organisations établies. Ces mots étaient professionnellement appropriés, mais quelque chose dans son ton suggérait des préoccupations plus profondes. J'ai commencé à prêter plus d'attention à la dynamique de bureau et j'ai progressivement réalisé que ma rapide intégration dans la prise de décision de haut niveau créait des vagues de mécontentement parmi les gens qui avaient travaillé des années pour atteindre des positions similaires. La situation a atteint son paroxysme lors d'une réunion sur le budget de l'initiative éducative. J'avais préparé des analyses de coûts détaillées pour 3 scénarios d'expansion différents, y compris des options de financement créatives qui pourraient étirer davantage le budget. Lorsque j'ai présenté ma recherche, la réponse fut manifestement tiède. « Ce sont des idées intéressantes », a déclaré David, le directeur de la division de l'éducation, mais elles ne tiennent pas compte de la complexité de la mise en œuvre dans le monde réel. Nous devrions peut-être nous en tenir à des approches plus traditionnelles qui ont fait leurs preuves. J'ai senti mes joues rougir de frustration. Mes recommandations étaient basées sur des recherches approfondies et des consultations avec des experts de terrain, et non sur un idéalisme naïf. Mais avant que je puisse répondre, Ahmed est intervenu d'une manière qui a surpris tout le monde dans la pièce. « David, je suis curieux de connaître vos préoccupations spécifiques concernant la complexité de la mise en œuvre, » a dit Ahmed calmement. « Pourriez-vous développer sur les aspects
qui, selon vous, pourrait être problématique. Alors que David luttait pour fournir des objections détaillées à des propositions qu'il avait apparemment écartées sans examen approfondi, le véritable problème est devenu clair. La résistance ne concernait pas la qualité de mon travail. Elle concernait la menace que ma rapide ascension représentait pour les hiérarchies établies. Après la réunion, Ahmed m'a demandé de me joindre à lui pour une conversation privée dans son bureau. « Comment vous sentez-vous par rapport à la dynamique du lieu de travail ?» a-t-il demandé directement. J'avais essayé de gérer la situation diplomatiquement, mais sa question directe a ouvert les vannes de la frustration. J'ai l'impression d'être jugé selon des normes différentes, ai-je admis. Mes idées sont automatiquement suspectes à cause de la façon dont je suis arrivé ici, et certaines personnes semblent penser que j'obtiens des opportunités que je n'ai pas méritées. Ahmed a hoché la tête pensivement. Vous vivez quelque chose que toute femme qui réussit en affaires affronte, mais amplifié par les circonstances inhabituelles de votre position ici. La question est, comment voulez-vous gérer cela? Je veux prouver que je mérite ma place ici, ai-je dit immédiatement. Je veux que mon travail parle de lui-même. C'est admirable, a répondu Ahmed, mais se prouver à des gens qui sont déterminés à vous discréditer est souvent une bataille perdue d'avance. Parfois, la meilleure stratégie est de trouver des moyens de transformer des opposants potentiels en alliés. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à mettre en œuvre les conseils d'Ahmed en abordant la situation différemment. Au lieu d'essayer de prouver ma valeur par des réalisations individuelles, j'ai commencé à chercher des moyens de faire réussir mes collègues. Lorsque Céline a mentionné qu'elle avait du mal avec une recherche culturelle pour un projet en Asie du Sud-Est, j'ai proposé de partager des ressources et des contacts qui pourraient l'aider. Lorsque l'équipe éducative de David a fait face à des contraintes budgétaires qui menaçaient un projet de construction d'école, j'ai travaillé des heures supplémentaires pour développer des propositions de financement alternatives qui pourraient sauver l'initiative. Au lieu de les présenter comme mes propres idées, je les ai formulées comme des solutions collaboratives qui s'appuyaient sur l'expertise existante de l'équipe. Le changement d'approche a commencé à donner des résultats en quelques semaines. Les personnes qui avaient été méfiantes à l'égard de mes motivations ont commencé à me voir comme quelqu'un qui contribuait à leur succès plutôt que de concourir pour leur poste. La dynamique de collaboration qui a émergé était beaucoup plus productive que l'environnement défensif qui s'était développé. Mais juste au moment où les relations au travail s'amélioraient, j'ai dû faire face à un tout autre type de défi qui mettrait à l'épreuve tout ce que j'avais appris sur la résilience et la résolution de problèmes. L'appel est arrivé à 3 heures du matin, me réveillant brusquement avec le son strident d'une communication internationale. Yasmina a frappé doucement à ma porte, le visage grave dans la lumière du couloir. « C'est votre père », a-t-elle dit doucement. Il y a eu une urgence. Mes mains tremblaient en prenant le téléphone, me préparant à la pire nouvelle concernant l'état de ma mère, mais la crise était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Les autorités sont venues aujourd'hui. La voix de mon père n'était qu'un murmure. Ils disent que l'argent n'a pas été obtenu légalement. Ils ont gelé tous nos comptes et arrêté les traitements de ta mère. La pièce tournait alors que j'essayais de comprendre ce qu'ils me disaient. Quelqu'un avait signalé que l'amélioration financière soudaine de notre famille était suspecte, déclenchant une enquête sur la source des fonds. Sans accès à l'argent pour les factures médicales, les traitements de chimiothérapie de ma mère avaient été suspendus immédiatement. Combien de temps peut-elle survivre sans la chimiothérapie? Ai-je demandé, bien que je redoutais la réponse. Les médecins disent peut-être 2 semaines, a répondu mon père, sa voix brisée. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui appeler. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise sur le bord de mon lit, ayant l'impression que le monde s'effondrait autour de moi. Tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que ma famille avait enduré, était en train d'être défait par des soupçons bureaucratiques et des complications légales que je ne comprenais pas. Ahmed m'a trouvé dans le jardin 1 heure plus tard, assise près de la fontaine où nous avions partagé tant de conversations en soirée. Je n'avais pas réalisé que je pleurais jusqu'à ce qu'il me tende un mouchoir et s'asseye à côté de moi sur le banc de pierre. « Dites-moi ce qui s'est passé », a-t-il dit simplement. À travers les larmes et les phrases brisées, j'ai expliqué la situation. Ahmed a écouté sans m'interrompre, son expression devenant plus sérieuse à mesure qu'il comprenait les implications. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux pendant plusieurs minutes, considérant apparemment des options que je ne pouvais pas voir. « Ce n'est pas rare quand de grandes sommes d'argent traversent les frontières internationales », a-t-il finalement dit. Les gouvernements sont à juste titre méfiants des transactions qui pourraient être liées au blanchiment d'argent ou à d'autres activités illégales. Mais il y a des moyens de résoudre cette situation. Comment?
ai-je demandé désespérément. Ma mère n'a pas des semaines à attendre pour les processus légaux, des documents juridiques et des canaux appropriés, a répondu Ahmed. L'argent a été légitimement gagné et légalement transféré. Ce que nous devons faire, c'est fournir aux autorités une documentation suffisante pour vérifier la source et la légitimité des fonds. Au cours des 24 heures suivantes, j'ai regardé Ahmed se transformer de mentor en puissant défenseur. Il a contacté des avocats dans plusieurs pays, a fait en sorte que les fonctionnaires d'ambassade accélèrent le traitement des documents et a personnellement appelé des fonctionnaires du gouvernement pour expliquer la nature humanitaire du transfert financier. Mais même avec son influence et ses ressources, le processus légal était complexe et sensible au temps. Chaque jour qui passait rapprochait ma mère d'un point où un traitement retardé pourrait être trop tard pour lui sauver la vie. Le stress était accablant et je me suis retrouvé à me demander si l'une des opportunités que j'avais obtenues valait le risque pour la survie de ma mère. « Je devrais rentrer à la maison », ai-je dit à Ahmed pendant un moment particulièrement sombre. Peut-être que si je suis là pour expliquer la situation directement, ils débloqueront les fonds plus rapidement. « Cela ne va pas aider », a dit Ahmed fermement. « Si vous partez maintenant dans ces circonstances, cela ne fera que soulever plus de soupçons sur la légitimité de notre arrangement. La meilleure chose que vous puissiez faire pour votre mère est de faire confiance au processus légal et de laisser les autorités compétentes gérer cette situation. » Ces mots avaient un sens logique, mais émotionnellement, je me sentais impuissante d'être si loin alors que ma famille faisait face à cette crise. La culpabilité était écrasante. Ma décision de venir ici avait-elle d'une manière ou d'une autre aggravé les choses pour les personnes que j'essayais d'aider? C'est Céline qui m'a donné la perspective dont j'avais besoin pour retrouver mon équilibre émotionnel. Malgré nos tensions de travail antérieures, elle était devenue une véritable partisane depuis que j'avais commencé à me concentrer sur le succès collaboratif. Elle m'a trouvé dans la bibliothèque, où je faisais frénétiquement des recherches sur le droit financier international, essayant de trouver une solution que je pourrais mettre en œuvre moi-même. « Vous savez, » a dit Céline, s'installant dans la chaise en face de moi, « j'ai pensé aux compétences que vous avez développées depuis votre arrivée ici. La résolution de problèmes sous pression, la navigation de systèmes internationaux complexes, la défense des personnes qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Ce ne sont pas seulement des compétences commerciales, c'est exactement ce dont votre famille a besoin en ce moment. » Ces mots m'ont aidé à réaliser que mon temps avec Ahmed n'avait pas seulement été une question de développement personnel. Il avait été une préparation pour gérer exactement ce genre de crise avec clarté et réflexion stratégique plutôt qu'avec panique et désespoir. Ce soir-là, au lieu de me morfondre dans la culpabilité et l'impuissance, j'ai abordé la situation comme un problème d'affaires qui nécessitait des solutions systématiques. J'ai créé des calendriers détaillés des documents requis, identifié les goulots d'étranglement potentiels dans le processus d'approbation et développé des plans de contingence pour différents scénarios. La percée légale est arrivée le 4e jour, lorsque les contacts d'ambassade d'Ahmed ont confirmé que tous les documents requis avaient été soumis et vérifiés. Les fonds seraient débloqués dans les 48 heures et les traitements de ma mère pourraient reprendre immédiatement. En appelant mon père avec la bonne nouvelle, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé dans ma compréhension de ma situation. Je n'étais pas seulement une victime des circonstances indépendantes de ma volonté, ni simplement une bénéficiaire de la générosité d'Ahmed. J'étais devenu quelqu'un capable de naviguer dans des défis complexes et de trouver des solutions à des problèmes apparemment impossibles. La crise avait mis à l'épreuve tout ce que j'avais appris sur la résilience, la pensée stratégique et l'importance de construire de solides réseaux de soutien. Plus importante encore, elle m'avait montré que le partenariat qu'Ahmed avait offert n'était pas seulement une question d'éducation commerciale. Il s'agissait de développer les compétences et la confiance nécessaires pour gérer n'importe quel défi que la vie pourrait présenter. Mais même si cette crise immédiate se résolvait, je sentais que notre histoire se dirigeait vers un tournant encore plus significatif, qui définirait non seulement mon avenir, mais l'héritage qu'Ahmed espérait créer à travers notre partenariat improbable. 6 mois après ce coup de fil terrifiant à propos des fonds médicaux gelés de ma mère, j'ai reçu une nouvelle qui changerait tout ce que je pensais savoir sur mon avenir. Ahmed m'a appelé dans son bureau un mardi soir, mais quelque chose était différent dans son attitude. Au lieu de notre conversation décontractée habituelle, il semblait formel, presque cérémoniel dans son approche. « J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous », a-t-il commencé, me faisant signe de m'asseoir dans la chaise en face de son bureau plutôt que notre arrangement confortable habituel sur les canapés.
Mes médecins m'ont donné des informations qui affectent nos plans à long terme. Mon cœur s'est arrêté. Au cours des mois où nous avions travaillé ensemble, Ahmed était devenu bien plus qu'un mentor ou un partenaire d'affaires. Il était devenu la figure paternelle que je n'avais jamais vraiment eue, la personne qui croyait en mon potentiel quand je ne pouvais pas le voir moi-même. L'idée de le perdre me donnait l'impression de faire face à une autre crise dévastatrice. « C'est grave à quel point ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. « Assez grave pour que nous devions prendre des décisions importantes sur l'avenir », a répondu Ahmed avec prudence. « J'ai peut-être 18 mois, peut-être 2 ans si les traitements sont réussis. Mais plus important encore, j'ai un travail qui doit continuer bien après mon départ. » La pièce semblait tourner alors que j'essayais de comprendre ce qu'il me disait. Ahmed n'était pas seulement mon mentor, il était la force motrice derrière des entreprises qui employaient des milliers de personnes et des programmes qui sauvaient littéralement des vies dans le monde entier. Qu'arriverait-il à tout cela lorsqu'il serait parti? J'y ai pensé pendant un certain temps, a poursuivi Ahmed. Même avant le diagnostic médical, construire un empire commercial n'a pas de sens s'il meurt avec la personne qui l'a créé. Ce qui compte, c'est de créer quelque chose de durable qui continuera à grandir et à aider les gens pendant des générations. Il se leva et se dirigea vers un coffre-fort mural que je n'avais jamais remarqué auparavant, caché derrière une peinture de calligraphie arabe traditionnelle. Il en a retiré un dossier épais de documents juridiques qu'il a placé sur le bureau entre nous. « Ce sont des documents de transfert de propriété », a-t-il dit simplement. « La documentation légale qui ferait de vous la propriétaire majoritaire de toutes mes opérations commerciales, avec l'autorité complète de continuer le travail que nous avons fait ensemble. » J'ai regardé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère que je ne pouvais pas comprendre. « Je ne comprends pas. Vous parlez de milliards d'euros d'actifs. Pourquoi donneriez-vous cela à quelqu'un que vous connaissez depuis moins d'1 an ?» Ahmed sourit avec la même expression patiente qu'il avait eue lors de notre premier dîner ensemble. « Parce qu'en moins d'1 an, vous avez prouvé quelque chose que la plupart des gens ne démontrent jamais au cours de carrières entières. Vous avez montré que vous pouvez penser au-delà de vos propres intérêts immédiats et prendre des décisions qui profitent aux autres, même lorsque ces décisions nécessitent un sacrifice personnel. » Il faisait référence à des incidents au cours des derniers mois où j'avais constamment choisi la durabilité à long terme plutôt que les profits à court terme dans mes recommandations commerciales. Face à des opportunités de réduire les coûts en diminuant les avantages sociaux des employés, j'avais plutôt développé des propositions pour augmenter la productivité grâce à de meilleures conditions de travail. Lorsque des investisseurs ont suggéré de s'étendre sur des marchés qui généreraient des rendements rapides, mais qui pourraient potentiellement nuire aux communautés locales, j'avais plaidé pour des alternatives plus éthiques qui prendraient plus de temps à se développer, mais créeraient un impact positif durable. « Mais j'apprends encore », ai-je protesté. « Je fais des erreurs, je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai même pas de diplôme universitaire. L'expérience sans sagesse n'est que des erreurs accumulées, » a répondu Ahmed. « La sagesse sans expérience n'est que de la connaissance théorique. Vous avez démontré une sagesse qui ne peut pas être enseignée dans les universités. La compréhension que le vrai succès vient du fait de soulever les autres plutôt que de grimper sur eux. » Le poids de ce qu'il proposait a commencé à faire son chemin. Il ne s'agissait pas seulement d'hériter d'une entreprise, il s'agissait d'assumer la responsabilité des moyens de subsistance de milliers d'employés et du bien-être de millions de personnes qui bénéficiaient des programmes sociaux de l'entreprise. « Et si j'échoue ?» ai-je demandé, exprimant la peur qui paralysait ma capacité à penser clairement. « Alors vous apprendrez de l'échec et vous ferez mieux la prochaine fois, » a dit Ahmed avec bon sens. Mais l'échec n'est dévastateur que lorsque vous travaillez pour des objectifs égoïstes. Lorsque vous travaillez pour aider les autres, même les échecs deviennent des tremplins vers le succès final. Au cours des semaines suivantes, Ahmed a commencé ce qu'il a appelé la formation à la succession, une préparation intensive pour assumer des responsabilités que je n'avais jamais imaginé gérer. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre les états financiers et les procédures opérationnelles. Il s'agissait de développer les compétences de leadership nécessaires pour inspirer et guider une organisation à travers les défis et les changements inévitables. La partie la plus difficile n'était pas d'apprendre les aspects techniques de la gestion d'une multinationale. C'était de surmonter la barrière psychologique de croire que je méritais une telle énorme responsabilité et confiance. Chaque jour, je me battais contre la voix dans ma tête qui insistait sur le fait que je n'étais qu'une jeune fille de 19 ans de la campagne française qui avait eu la chance d'attirer l'attention d'un homme riche. Mais Ahmed avait anticipé cette lutte. « Savez-vous pourquoi je n'ai jamais eu d'enfant biologique ?»
a-t-il demandé lors d'une de nos séances de planification en soirée. Je m'étais posé la question, mais je n'avais jamais été à l'aise pour la poser directement. Parce que j'ai appris tôt dans la vie que les relations les plus importantes ne sont pas déterminées par la génétique, a-t-il poursuivi. Les personnes qui comptent vraiment sont celles qui choisissent de se soucier des mêmes choses que vous. Vous avez choisi de vous soucier d'utiliser les affaires comme une force de changement positif dans le monde. Cela fait de vous plus mon véritable héritière que n'importe quel enfant biologique qui aurait pu hériter de mon argent mais pas de mes valeurs. Au fur et à mesure que la formation à la succession progressait, j'ai commencé à comprendre qu'Ahmed m'avait préparé pour cette responsabilité depuis le moment où je suis arrivé. Chaque projet sur lequel j'avais travaillé, chaque défi que j'avais affronté, chaque compétence que j'avais développée faisait partie d'une éducation complète, conçue pour me préparer à ce moment précis. Le projet d'expansion sud-américaine qui avait commencé avec ma première présentation était maintenant mis en œuvre avec les protocoles de sensibilité culturelle que j'avais recommandés. Les programmes de participation aux bénéfices des employés que j'avais aidé à concevoir étaient adoptés dans toutes les divisions. Les compétences en gestion de crise que j'avais développées lors de l'urgence médicale de ma mère étaient appliquées pour aider d'autres employés confrontés à des défis familiaux. Mais la véritable épreuve de ma préparation est venue lorsqu'Ahmed a subi une crise cardiaque mineure qui a nécessité une hospitalisation d'urgence. Pendant 3 jours, je me suis retrouvé à prendre des décisions qui affectaient des milliers de personnes pendant qu'il se rétablissait. L'expérience était à la fois terrifiante et exaltante, la preuve que la formation m'avait préparé aux responsabilités de leadership dans le monde réel. Lorsqu'Ahmed est retourné au travail une semaine plus tard, il a constaté que l'entreprise avait non seulement continué de fonctionner sans heurts, mais avait en fait amélioré l'efficacité dans plusieurs départements où j'avais mis en œuvre de nouveaux protocoles de communication pendant la crise. « Maintenant, je sais que vous êtes prête », a-t-il dit avec une satisfaction tranquille. Le transfert formel de propriété a eu lieu un matin de décembre, exactement 11 mois après que je sois arrivé au complexe, en tant qu'adolescente effrayée qui croyait que sa vie avait été vendue pour des factures médicales. La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence principale, avec des avocats, des fonctionnaires du gouvernement et des employés clés réunis pour assister à la documentation légale qui changerait ma vie pour toujours. En signant chaque document, j'ai pensé à l'incroyable voyage qui m'avait mené à ce moment. La fille qui était arrivée ici, s'attendant à devenir une épouse silencieuse et soumise, devenait maintenant la PDG d'un empire commercial dédié à rendre le monde meilleur pour les personnes qui avaient été oubliées par les systèmes économiques traditionnels. Mais le moment le plus émouvant est venu lorsqu'Ahmed m'a présenté une lettre qu'il avait écrite des mois plus tôt, à n'ouvrir qu'après que le transfert de propriété soit terminé. Avec des mains tremblantes, j'ai brisé le sceau et j'ai lu ces mots. « À ma fille, dans tout ce qui compte. Vous êtes venu à moi comme quelqu'un cherchant la survie, mais vous partez comme quelqu'un capable d'aider les autres à s'épanouir. L'argent que votre père a reçu n'était jamais un paiement pour vous acheter. C'était un investissement dans la future leader que je croyais que vous pouviez devenir. La crise médicale de votre famille nous a donné l'opportunité de nous rencontrer, mais votre caractère et votre sagesse vous ont fait gagner tout ce qui a suivi. » La lettre continuait avec des explications détaillées de fonds en fiducie qu'il avait établis, non seulement pour moi, mais pour mes parents, garantissant que ma mère aurait accès aux meilleurs soins médicaux pour le reste de sa vie et que mon père ne ferait plus jamais face au désespoir qui avait conduit à notre arrangement original. Mais plus important encore, concluait la lettre, rappelez-vous que cet héritage vient avec la responsabilité de continuer à grandir, à apprendre et à aider les autres à découvrir leur propre potentiel. Les entreprises que vous possédez maintenant ne sont pas des biens à thésauriser, mais des outils à utiliser pour créer des opportunités pour les gens qui ont été négligés par les autres. En lisant ces mots devant une salle pleine de témoins, j'ai finalement compris toute l'ampleur de ce qu'Ahmed avait fait. Ce n'était pas un arrangement de mariage ou même un mentorat au sens traditionnel. C'était une évaluation élaborée, d'1 an, pour déterminer si je possédais le caractère nécessaire pour faire avancer l'œuvre de sa vie. La période de transition qui a suivi a été à la fois difficile et incroyablement enrichissante. Ahmed est resté président émérite, fournissant des conseils, mais les décisions au jour le jour étaient maintenant de ma responsabilité. Le premier test majeur est venu lorsque nous avons reçu une offre de rachat d'une multinationale qui aurait doublé la valeur de nos avoirs du jour au lendemain. « C'est une offre incroyable », m'a dit Céline lors de la réunion du conseil où nous avons discuté de la proposition. Vous pourriez partir avec plus d'argent que la plupart des gens ne pourraient en dépenser en 10 vies.
Mais en examinant le bilan de la société acquéreuse, j'ai découvert qu'ils avaient l'habitude d'acheter des entreprises socialement responsables, puis de démanteler les programmes qui les rendaient spéciales, se concentrant uniquement sur la maximisation des profits. Accepter leur offre signifierait abandonner des milliers d'employés et des millions de bénéficiaires qui dépendaient de nos programmes. Nous ne vendons pas, ai-je annoncé au Conseil, surprenant plusieurs membres qui avaient supposé que je serais tenté par l'énorme gain financier. Notre but n'est pas de maximiser la valeur pour les actionnaires, c'est de maximiser la valeur humaine. Cette entreprise continuera de fonctionner selon les principes qui l'ont rendue prospère. La décision de rejeter l'offre de rachat s'est avérée être un tournant dans la façon dont les employés et les partenaires voyaient mon leadership. Elle a démontré que j'étais engagé dans la mission de l'entreprise plutôt que dans l'enrichissement personnel, établissant une crédibilité qu'aucune formation n'aurait pu fournir. Au cours des mois suivants, j'ai mis en œuvre plusieurs innovations qui ont élargi notre impact tout en maintenant la rentabilité. Nous avons lancé un programme qui offrait de la microfinance et une formation commerciale aux jeunes femmes dans des situations similaires à la mienne, les aidant à éviter le désespoir qui pouvait conduire à l'exploitation. Nous nous sommes associés à des universités pour créer des programmes de stage qui donnaient aux étudiants de milieux défavorisés un accès à l'expérience du monde réel des affaires. Le plus significatif, nous avons établi la fondation Ahmed Al Saoud pour le rapprochement culturel, qui offrait des bourses d'études et des programmes d'échange pour que les jeunes apprennent sur différentes cultures et pratiques commerciales. La première bénéficiaire de la bourse était une adolescente du sud de la France dont la famille avait envisagé un mariage arrangé pour résoudre leurs problèmes financiers. Mais peut-être que l'innovation la plus importante fut la création d'un réseau de mentorat qui reliait des chefs d'entreprise prospères à des jeunes qui montraient du potentiel mais manquaient d'opportunités. Le programme était basé sur le modèle qu'Ahmed avait utilisé avec moi. Identifier des individus avec du caractère et de la sagesse, puis leur fournir des ressources et des conseils pour développer leur capacité de leadership. Alors que l'entreprise continuait de croître et d'étendre son impact positif, j'ai commencé à comprendre que le plus grand cadeau d'Ahmed n'avait pas été l'empire commercial lui-même. C'était la leçon que la vraie richesse vient de l'utilisation de vos ressources et de vos capacités pour créer des opportunités pour les autres. L'adolescente effrayée qui était arrivée en pensant que sa vie était finie avait découvert qu'elle ne faisait que commencer. Chaque défi que j'avais affronté, chaque compétence que j'avais développée, chaque relation que j'avais construite avait été une préparation à un but plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. La santé d'Ahmed a continué de décliner progressivement, mais il a vécu pour voir l'entreprise s'étendre dans 12 nouveaux pays et aider plus de 200 000 personnes à créer leur propre entreprise. Plus important encore, il a vécu pour me voir devenir non seulement une chef d'entreprise prospère, mais quelqu'un qui s'est engagé à identifier et à développer la prochaine génération de leaders qui continueraient ce travail bien après que nous soyons partis. 2 ans après avoir pris le contrôle de l'entreprise, je me tenais dans le même jardin où Ahmed et moi avions partagé tant de conversations en soirée. Mais cette fois, j'étais seul. Il était décédé paisiblement la semaine précédente, entouré par la famille de choix d'employés et de protégés qui étaient devenus l'héritage qu'il avait toujours rêvé de créer. Les funérailles avaient été suivies par des centaines de personnes dont la vie avait été changée par sa vision et sa générosité. D'anciens bénéficiaires de bourses qui dirigeaient maintenant leur propre entreprise, des employés qui avaient été promus de postes de débutants à des chefs de département et des leaders communautaires de dizaines de pays où nos programmes avaient fait une différence. Mais en réfléchissant à l'incroyable voyage qui m'avait amené à ce moment, j'ai réalisé que la transformation la plus importante n'avait pas été dans mes circonstances externes. Elle avait été dans ma compréhension de ce que signifie vivre une vie significative. La fille qui avait cru qu'elle était vendue en servitude avait découvert qu'elle était en fait recrutée pour une mission. L'adolescente qui avait pensé que ses rêves se terminaient avait appris qu'ils ne faisaient que s'élargir au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer auparavant. La jeune femme qui s'était sentie impuissante et sans voix était devenue quelqu'un capable de parler pour des millions de personnes qui avaient besoin de défenseurs et d'opportunités. La santé de ma mère s'était stabilisée avec l'accès aux meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait fournir. Mon père avait créé une petite entreprise de conseil qui aidait d'autres familles à naviguer dans les systèmes financiers internationaux. Ils me rendirent visite régulièrement, ne me voyant plus comme la fille qui avait été sacrifiée pour la survie de la famille, mais comme la femme
qui avait transformé une crise en une opportunité pour toutes les personnes impliquées. L'entreprise a continué de prospérer sous mon leadership, mais plus important encore, elle a continué d'évoluer et de s'adapter pour répondre aux besoins mondiaux changeants. Nous avions lancé des initiatives abordant le changement climatique, l'inégalité éducative et l'autonomisation économique dans plus de 30 pays. Les programmes de participation aux bénéfices avaient rendu des centaines d'employés financièrement indépendants et beaucoup étaient repartis pour créer leurs propres entreprises socialement responsables. Mais la réalisation dont j'étais la plus fière était le réseau de mentorat qui avait grandi pour inclure plus de 50 leaders prospères qui développaient chacun la prochaine génération de créateurs de changement. Nous avions créé un système autonome pour identifier et nourrir les personnes qui avaient le caractère et la vision nécessaires pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde. Debout dans ce jardin où ma transformation avait commencé, j'ai pensé à la façon dont ma compréhension du succès avait changé de façon spectaculaire. J'étais arrivé en croyant que la survie était le plus haut objectif que quiconque pouvait atteindre. Je partais avec la connaissance que la signification, l'impact que vous avez sur la vie des autres est ce qui détermine en fin de compte si votre temps sur Terre a été utile. Le complexe qui avait initialement ressemblé à une prison était devenu une rampe de lancement pour des aventures et des opportunités dont je n'aurais jamais pu rêver. L'homme que j'avais craint de voir contrôler mon destin m'avait plutôt appris à en prendre le contrôle moi-même. L'arrangement qui avait semblé être la fin de ma liberté avait en fait été le début de ma capacité à aider les autres à trouver la leur. Alors que je me préparais à monter à bord de l'avion pour ma prochaine destination, une conférence à Paris, où je parlerais des pratiques commerciales durables, je portais avec moi la lettre qu'Ahmed avait écrite pour que je l'ouvre le 2e anniversaire de la reprise de l'entreprise. « Ma très chère fille, commençait-elle, si vous lisez ceci, cela signifie que l'investissement que j'ai fait dans votre potentiel a rapporté des dividendes au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Vous avez prouvé que la force la plus puissante pour le changement dans le monde n'est pas l'argent ou la technologie, c'est la capacité humaine de se soucier de quelque chose de plus grand que soi-même. » La lettre continuait en révélant une dernière surprise. Ahmed avait établi un fonds en fiducie qui me fournirait un revenu confortable à vie, mais seulement à la condition que je ne possède jamais plus de 20% de toute entreprise dans laquelle j'étais impliqué. Les 80% restants devaient être distribués entre les employés, les partenaires communautaires et les programmes sociaux. La vraie richesse, avait-il écrit, ne vient pas de ce que vous accumulez, mais de ce que vous faites circuler. Au moment où vous commencez à thésauriser des ressources, au lieu de les utiliser pour créer des opportunités pour les autres, vous cessez d'être un leader et vous devenez juste une autre personne riche. Alors que l'avion décollait de Dubaï, j'ai regardé la ville qui était devenue ma seconde maison et j'ai pensé à toutes les jeunes femmes du monde entier qui faisaient de face au même genre de circonstances désespérées qui m'avaient amené ici. Grâce à nos programmes de bourse, à nos réseaux de mentorat et à nos initiatives commerciales, nous créions des alternatives à l'exploitation et au désespoir. L'adolescente effrayée qui avait cru que sa vie était vendue avait découvert qu'elle était en fait investie. L'investissement avait rapporté des rendements au-delà de tout ce qui est mesuré en argent. Il avait créé un réseau de personnes engagées à s'assurer que personne n'aurait à choisir entre la dignité et la survie. Ahmed avait raison sur tout. L'héritage le plus important n'est pas l'argent ou la propriété, c'est la sagesse, les valeurs et l'engagement de transmettre ces cadeaux à la prochaine génération. La fille qui était arrivée en tant que victime était partie en tant que vainqueur, non pas sur d'autres personnes, mais sur les circonstances qui tentent de nous convaincre que nous sommes impuissants à changer le monde. Mon histoire avait commencé avec ce qui semblait être la pire fin possible. Mais en m'envolant vers de nouveaux défis et opportunités, j'ai compris que chaque fin n'est en fait qu'un nouveau début déguisé. La clé est d'avoir le courage de chercher les possibilités cachées dans les problèmes. La vérité qui a tout changé ne concernait pas seulement la gentillesse d'Ahmed ou les opportunités qu'il offrait. C'était la découverte que nous avons tous beaucoup plus de pouvoir que nous ne le réalisons pour transformer non seulement nos propres vies, mais les vies de toutes les personnes autour de nous. Parfois, il suffit de la bonne personne qui croit en nous avant que nous puissions croire en nous-mêmes. Et parfois, la personne qui semble acheter votre avenir est en fait en train d'y investir.